si on raisonne un petit peu pour ce qui concerne l'extérieur de la France, donc en fait, avant la Révolution de 1789, en fait, tout le monde était un sujet, donc aussi bien à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la France, à l'intérieur de la métropole, que au niveau des possessions, comme il disait, je pense, à l'époque. Mais à partir de 1789, donc, il y a eu cette notion de citoyenneté qui est apparue, même si avec plusieurs degrés et un accès, comment dire, différencié. Oui, avec une précision néanmoins. Oui, oui. Les États-Unis, lorsqu'elles se constituent en tant qu'État indépendant et souverain contre la métropole qui est l'Angleterre, il ne s'agit pas simplement d'un combat anticolonialiste, ce que c'est à l'époque, indépendamment de ce qui va advenir par la suite, mais il s'agit bien d'une insurrection contre la métropole. Et cette insurrection contre la métropole n'est pas simplement une insurrection contre la métropole, elle va déboucher d'une part sur la création d'un État indépendant qui va être les États-Unis, qui évidemment n'a pas la forme que l'on connaît aujourd'hui, quand bien même ce sont les institutions qui ont été établies alors. Ce n'est pas simplement la création d'un nouvel État indépendant, c'est aussi la création d'une république. Ce qui est stupéfiant dans le contexte politique et géopolitique de l'époque, l'avènement d'une république dans ce qu'on appelle encore le Nouveau Monde, et dans un État qui, quand bien même il n'a pas la cartographie actuelle des États-Unis, est un État très important. Nul doute que cet exemple a aussi contribué à alimenter les espoirs de ceux qui, en France, luttaient contre l'absolutisme royal, et rappeler que pour des raisons qui ne sont pas du tout liées à son amour de la liberté et de l'égalité, que la monarchie absolue s'est engagée aux côtés des insurgés américains, non pas du tout parce que le monarque de l'époque était favorable à la liberté et l'égalité, mais parce qu'il avait compris une chose, c'est qu'en soutenant les insurgés américains, il affaiblissait la Grande-Bretagne, et qu'en affaiblissant la Grande-Bretagne, il affaiblissait l'une des puissances qui était concurrente la plus importante en Europe, d'où effectivement la participation des armées royales françaises aux côtés du combat des insurgés américains. Mais évidemment, la victoire de ces insurgés américains, la proclamation de la République aux États-Unis a, n'en déplaise à celui qui avait soutenu cette révolution, évidemment alimenté les revendications de ceux qui, en France, luttaient contre la monarchie absolue, et permis de faire la démonstration historique, politique, juridique, factuelle, qu'une autre voie politique était possible, qu'un autre régime politique était possible. Et de ce point de vue-là, cela a sans doute beaucoup contribué à délégitimer la monarchie absolue et à favoriser l'expression et la diffusion d'idées progressistes et révolutionnaires. Alors, comment a été géré, en simplifiant un petit peu, effectivement, hein, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais comment a été gérée cette conflictualité entre donc, droit humain universel et puis le fait que en fait, la majorité des révolutionnaires, entre guillemets, ont finalement opté pour que dans les colonies, les gens restent des sujets, des esclaves carrément. Comment est-ce que ça a été géré un peu? Je pense que c'est à travers beaucoup de contorsions. Alors, là, puisqu'on revient à cette question de l'esclavage, il y a, avant la Révolution française, et la chose a débuté d'abord en Angleterre, des sociétés, c'est-à-dire des groupes d'hommes, évidemment d'hommes, pas de femmes, parce que globalement, que ce soit de ce côté-là de la Manche ou outre-Manche, les femmes ne sont pas considérées comme des sujets politiques. Donc des sociétés qui sont des sociétés qui militent, pour le dire en ces termes, pour l'émancipation des Noirs, comme on le dit à l'époque. Alors, milite certes pour l'émancipation des Noirs, mais globalement, la thèse qui l'emporte est que, certes, l'esclavage est contradictoire avec les principes du droit naturel, qu'il est de plus en plus condamné à la fois sur le plan politique, sur le plan moral, et en partie commence à être condamné sur le plan économique, et que les plus progressistes de ceux qui s'engagent dans cette voie pensent d'une part qu'il faut abolir l'esclavage, mais que cette abolition ne peut intervenir qu'à terme, dans la mesure où
Et il y a quantité de textes sur ce point, et Condorcet n'est pas loin de partager ce type de conception et de représentation, dans la mesure où ils sont globalement convaincus que les Noirs, sans être forcément naturellement inférieurs aux Blancs, sont par cela seul qu'ils ont été réduits en esclavage, étaient placés dans une situation d'infériorité radicale qui ne peut pas leur permettre de jouir immédiatement des mêmes droits et libertés que les Blancs. Autrement dit, qu'il faut ménager une période de transition. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là, et ça ne vaut pas justification, ça vaut simplement explication, qu'éclate la Révolution française. S'ajoute à cela, pour ce qui est de la France d'ailleurs, des considérations qui sont évidemment des considérations à la fois économiques, liées à l'importance du commerce triangulaire, à l'importance du commerce et des cultures dans les îles et dans les colonies, des considérations géopolitiques. La France et les révolutionnaires tiennent également aux colonies et craignent qu'une abolition par trop précipitée de leur point de vue de l'esclavage ne conduise éventuellement à la perte de ces colonies. L'ensemble de ces raisons permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'abolition de l'esclavage n'a pas été prononcée immédiatement et permet de comprendre les raisons pour lesquelles cette abolition est intervenue. C'est très tard, évidemment, d'autant plus tard pour les personnes concernées, c'est-à-dire les hommes et les femmes africains déportés d'Afrique et réduits en esclavage. L'ensemble de ces raisons permet rapidement de comprendre les raisons pour lesquelles cette abolition de l'esclavage n'est intervenue que 5 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et que cette abolition n'a pas été prononcée immédiatement après la proclamation de la République, pas même d'ailleurs immédiatement après l'adoption de la seconde Déclaration des droits de l'homme et de la première constitution républicaine de ce pays en 1793. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous revenez sur le fait que l'esclavage avait été aboli et puis réinstauré quelques années plus tard. Et donc, on imagine qu'à peine le choc de ces anciens esclaves désormais libres et puis réesclavagisés. Oui, mais alors il faut préciser, pour comprendre dans quel contexte a lieu le rétablissement de l'esclavage et le rétablissement du Code noir. Nous sommes en 1802, Napoléon est au pouvoir, il est en train de liquider les conquis révolutionnaires, et parmi la liquidation des conquis révolutionnaires, il y a évidemment le rétablissement de l'esclavage. J'ai rappelé que sur ce point, c'est une exception française remarquable mais sinistre. Et la France est effectivement la seule ancienne puissance coloniale esclavagiste qui, après avoir aboli l'esclavage, l'a rétabli en 1802. Tant et si bien, effectivement, qu'il faudra que la Seconde République y revienne une autre fois, par la grâce et notamment en raison de combats courageux, solitaires d'abord, victorieux ensuite, de Victor Schœlcher, qui parvient à imposer et à faire voter le décret d'abolition du 27 avril 1848. J'ajouterai par ailleurs, puisque cela fait écho avec une certaine actualité commémorielle, et qu'il est tout à fait singulier de constater que le président de la République s'apprête le 5 mai 2021 à rendre hommage à Napoléon, c'est-à-dire à rendre hommage à cet homme que d'aucuns qualifient de grand, qui a d'une part liquidé effectivement les conquis révolutionnaires, rétabli l'esclavage, c'est-à-dire rétabli ce qui était considéré au fond comme un crime de lèse-humanité. Et par ailleurs, on l'oublie très souvent, Napoléon n'est pas simplement celui qui a rétabli l'esclavage en 1802, Napoléon est également celui qui fait élaborer le code civil de 1804, qui est un code civil extrêmement dur à l'endroit des femmes, puisque dans ce code civil, les femmes sont considérées comme des mineurs, sur le plan civil bien sûr, sur le plan politique évidemment aussi, et en tant qu'elles sont considérées comme des mineurs sur le plan civil,
rappeler qu'elles ne sont pas libres ni de disposer de leurs biens, ni de disposer, si j'ose dire, de leurs enfants. Et de ce point de vue-là, là aussi, et là encore, on l'oublie trop souvent, la condition des femmes telle qu'elle est juridiquement sanctionnée et établie par le Code civil de 1804 est une régression par rapport aux conquis révolutionnaires, notamment en matière de divorce. Aujourd'hui, cette République et ce chef d'État qui s'honore, paraît-il, de combattre les discriminations hommes-femmes, qui s'honore de combattre les discriminations, rendent un hommage appuyé à Napoléon, contradiction tout à fait singulière, pour ne pas dire obscène, puisque 5 jours après avoir rendu hommage à Napoléon, le chef de l'État va, à l'occasion du 10 mai, saluer le combat des esclaves contre la servitude qui leur était imposée et contre l'esclavage qui leur était imposé. C'est évidemment tout à fait singulier, et cela obéit à des considérations qui n'ont rien à voir avec des réalités historiques, avec la volonté, encore une fois, de satisfaire à l'histoire, mais qui ont tout à voir avec des considérations politiques, en partie liées d'ailleurs à la proximité des élections présidentielles. Et il s'agit pour Emmanuel Macron de satisfaire différents secteurs de l'électorat dont il a évidemment besoin pour aborder dans de bonnes conditions de son point de vue l'échéance électorale à venir, mais qui n'est plus si à venir que cela. Elle est à venir évidemment, mais évidemment elle est dans toutes les têtes et elle est en particulier dans la sienne. Venant de Macron, il est toujours dans le en même temps, hein, et il ne voit pas le souci ou la contradiction ou le problème dans ce genre de célébration complètement à l'opposé l'une de l'autre. Mais enfin, ce que je trouve un peu étonnant, c'est un peu et dommage, c'est l'attitude des associations féministes qui devraient elles aussi se soulever contre cette commémoration de Napoléon. Malheureusement, c'est pas trop, je ne sais pas ce que j'ai vu, peut-être que je ne suis pas bien informé, mais c'est ce que dans le milieu indigène on appelle les euroféministes, hein, donc c'est des féministes mais qui ont une vision très partielle des choses. et voilà, donc Napoléon, leur explication, ça serait peut-être de dire que voilà, c'était une autre époque et donc ça se fait plus comme ça, alors que l'actualité montre que les femmes sont considérées encore à peine mieux que des objets en France notamment et en Occident. Plus largement. Et sinon, oui, donc pour souligner quand même le fait que quand même les esclaves, effectivement, s'étaient rebellés, hein, comme vous l'aviez dit, et notamment à travers la révolution haïtienne de 1791, qui reste encore une référence pour tous les antiracistes, des colonialistes. Et en fait, ça avait pesé quand même dans le fait dans la décision d'abolition de l'esclavage. La décision, ils étaient un peu poussés. Ils étaient poussés, si je me souviens bien, dans votre livre, vous disiez. Donc, les conventionnels à l'époque, ils avaient donc cette pression venant des esclaves qui étaient en ébullition, j'imagine. Et de l'autre, c'était l'Angleterre qui faisait pression sur la France parce que l'Angleterre, si j'ai bien compris, avait moins besoin de l'esclavage. Et du coup, elle a aboli l'esclavage avant la France pour un peu forcer la France, mettre la France un peu en position, en porte-à-faux au niveau mondial. Est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé? Cette abolition, au fond, elle n'a pas été accordée. Elle a été arrachée par la lutte des esclaves eux-mêmes, qui se sont constitués à la fois individuellement et collectivement comme des sujets politiques. Et d'autant plus d'ailleurs, et rappelez que de ce point de vue-là, tout esclaves qu'ils étaient, ils avaient parfaitement compris les enjeux à la fois politiques, philosophiques et juridiques de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et ils considéraient évidemment, dès lors que les hommes étaient proclamés libres et égaux en droit, que cette liberté et cette égalité devaient valoir pour eux, parce qu'ils étaient des hommes, et que par conséquent, cela était parfaitement contradictoire avec leurs conditions d'esclaves. Et ce qui permet aussi de mesurer comment, contrairement à certaines, là aussi, lectures ou relectures rétrospectives, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, même celle du 26 août 1789, a été pensée par ceux qui se trouvaient dans une situation d'assujettissement terrible. Les esclaves a été pensée comme un outil d'émancipation extrêmement important qui leur a permis effectivement de mettre complètement en porte-à-faux les conventionnels. Et au fond, de faire entendre ce langage, vous dites que vous êtes pour la République, vous avez adopté une nouvelle déclaration des droits de l'homme et des citoyens, eh bien, appliquez vos principes, vous tardez à le faire, nous allons
nous emparer de ces principes, nous allons nous mobiliser en nous appuyant sur ces principes et en nous appuyant d'ailleurs sur un droit naturel trop souvent oublié dans l'énumération des droits naturels, qui est le droit de résistance à l'oppression. Et de ce point de vue-là, ce droit de résistance à l'oppression a effectivement permis aux esclaves de se mobiliser contre la situation qui leur était faite et donc de se libérer de cet esclavage et de s'instituer à la fois individuellement et collectivement comme des sujets politiques avant, encore une fois, que la Convention ne fasse coïncider le droit avec la situation de fait créée dans les colonies en général et dans la colonie que vous avez citée en particulier. Alors pour aborder un petit peu le sujet du racisme, que vous avez pas mal souligné dans votre premier livre, par exemple à travers l'exemple, bon, bien sûr, l'exemple de l'esclavage qui est un exemple assez extrême, mais aussi un exemple d'une aberration, même si elle n'est pas aussi extrême, c'était la manière avec laquelle les Juifs donc, qui vivaient en France depuis des années, avaient été considérés et avaient notamment été, en fait, ils avaient moins accès, ils avaient été exclus en gros de la citoyenneté, et des étrangers non juifs qui, plus récemment arrivaient sur le territoire, arrivaient à acquérir plus de droits que ces juifs-là, n'est-ce pas? Oui, mais globalement, pour aller à l'essentiel, parce que là aussi, là encore, ça mériterait des développements beaucoup plus longs, précis, et ça mériterait également de revenir à la situation pré-révolutionnaire pour comprendre comment les uns et les autres ont abordé cette question. Globalement, la question de la participation des Juifs à la citoyenneté va être réglée au cours de la Révolution française. Donc là, il n'y a pas de... Les difficultés sont moindres parce que les représentations sont différentes. Ça ne veut pas dire que les Juifs ont été d'emblée pensés comme des égaux, mais très vite, la distinction a été faite entre les Juifs comme communauté et les Juifs comme individus, pour reprendre des déclarations célèbres, et ceux-là ont très vite été considérés comme des citoyens à part entière. Ça ne révèle pas quand même quelque chose d'assez important, en tout cas que je perçois à mon niveau, à tort ou à raison, je ne sais pas. Vous le disiez bien dans le livre, vous disiez, vous citiez je ne sais plus qui, mais un des conventionnels qui disait qu'en gros, les Noirs sont vides de culture et donc ils sont assez faciles à formater. Par contre, les Juifs, eux, ils viennent avec un gros bagage culturel. Il y a un trou-plein, comme vous disiez, si je me souviens bien dans votre bouquin, ils ont un trou-plein de culture et donc ils seront difficiles à assimiler. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène qu'on retrouve toujours aujourd'hui vis-à-vis des musulmans qui sont pointés du doigt parce qu'ils ne veulent pas s'assimiler? Alors en fait, ce n'est pas du refus d'assimilation, on pourrait penser qu'ils tiennent juste à leur tradition ancestrale. Alors, je vais laisser de côté la question des Juifs pendant la Révolution française et après, pour effectivement répondre plus précisément à votre question, parce que elle est importante et elle recoupe ou renvoie plus exactement à des enjeux importants à l'époque contemporaine et aujourd'hui encore. La distinction que vous faites est une distinction que, en fait, j'emprunte entre autres à Michel Foucault, qui distingue le sauvage du barbare. Le sauvage étant celui qui est réputé n'avoir ni culture, ni civilisation, ni religion, ni histoire, et éventuellement pas de langue. L'incarnation du sauvage au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe et au début du XXe siècle, après l'avènement du racisme scientifique, l'incarnation du sauvage, c'est le noir. Comme on dit de façon plus péjorative, le nègre. Évidemment, plus péjoratif, c'est une façon de signifier à ce noir ou à ce nègre qui n'est pas pensé comme un égal, qu'il est un inférieur, qu'il n'est pas un semblable, et qu'à ce titre, il ne peut pas jouir des mêmes droits civils et politiques, plus encore que les discriminations qu'il subit sont parfaitement légitimes, ce qui les abolit comme discrimination, puisque son assujettissement, sa condition de sujet français, est légitimé justement en raison de l'inscription de ce noir dans une hiérarchie raciale. Et rappelez, c'est très important pour comprendre la condition des Noirs, entre autres, sous l'Empire
à l'époque de la Troisième République, qu'en effet, la condition des colonisés en général n'est pas celle de citoyens français, et je rappelle bien que nous sommes là sous la Troisième République, la condition des indigènes, comme on dit à l'époque, n'est pas celle de citoyens français, mais celle de sujets français, en ce sens qu'ils sont effectivement assujettis à un ordre colonial. Ça, c'est la règle qui les prive des droits et libertés politiques individuels et collectifs, à quoi s'ajoute toute une série de discriminations et de dispositions, pardon, ce sont des discriminations évidemment aussi, de dispositions répressives discriminatoires qui vont être réunies dans les différents codes de l'indigénat appliqués jusqu'en 1945. Donc le noir défini ou pensé fondamentalement comme un sauvage, qui présente effectivement, qui se caractérise par le fait qu'il un certain nombre de défauts ou de manques lui sont imputés, mais ce sauvage, tout sauvage qu'il est, peut être pensé comme, dans certains cas, bon lorsqu'il se plie à l'ordre colonial, mauvais évidemment lorsqu'il cherche à subvertir cet ordre colonial et lorsqu'il cherche à s'instituer comme sujet politique. En ce qui concerne la figure du barbare, cette figure du barbare, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, est incarnée, pour ce qui est, là je parle de l'espace colonial français, mais on pourrait faire des mêmes remarques pour des espaces coloniaux autres, la figure du barbare est effectivement la figure de l'arabe musulman. Dans la mesure où, dans le cadre de l'arabe musulman, pour les contemporains, on y reviendra sans doute, il est très clair que s'ils sont inférieurs aux Blancs, ces Arabes musulmans n'en sont pas moins porteurs d'une civilisation, d'une religion et de tradition. Et de ce point de vue-là, ils se distinguent radicalement du sauvage. Ils se distinguent radicalement du sauvage dans la mesure où ils jouissent de l'ensemble de ces différents traits. Ils sont néanmoins inscrits dans une hiérarchie qui est à la fois raciale, civilisationnelle et religieuse, dans la mesure où la religion et la civilisation musulmane sont pensées comme inférieures à la religion et à la civilisation chrétienne. Certes, ils sont donc de ce point de vue-là inférieurs pour toutes ces raisons, mais à quoi s'ajoute le fait que, et c'est ce qui les constitue comme barbares, leur religion, leur civilisation est pensée comme les constituant comme des ennemis de la civilisation, de la religion chrétienne. Autrement dit, ils sont pensés comme faisant peser une sorte de menace existentielle, non pas seulement sur les colonies, mais plus généralement sur la civilisation et la religion chrétienne. C'est pourquoi donc ils sont effectivement bien tenus pour des barbares qui doivent être eux aussi assujettis, réprimés, et rappeler que ces barbares qui se trouvent dans les colonies vont, après la Première Guerre mondiale, notamment pour ce qui est de la France, migrer massivement en métropole et de ce point de vue-là, renforcer d'une certaine façon, du point de vue des représentations dominantes de l'époque, renforcer la menace arabe et musulmane réputée peser non plus seulement sur les colonies françaises, mais peser également sur la métropole. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'impérialisme républicain. C'est dans ce cadre que Ernest Renan estime que la construction ou la reconstruction d'un empire colonial par la France permettra ou favorisera, aidera donc pour partie à la résolution de la question sociale et permettra au fond l'exportation de gré ou de force d'une partie des classes pauvres et dangereuses.